Donc très peu de jeunes en fait évoquent la cybersexualité. Hein. Pour eux, c'est vraiment le monde virtuel, les échanges sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va de soi, qui fait partie du paysage, ça coule de source. On renvoie un petit peu à ce qu'on appelle la notion d'hypersexualisation, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et ces dernières années. Donc en quelques mots, on veut dire par là qu'on observe vraiment une omniprésence de la sexualité dans tous les aspects du quotidien, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique, donc sur Internet, sur les GSM, les publicités qui se trouvent dans les rues. Et donc on se retrouve un petit peu noyé dans toutes ces images qui ont un lien plus ou moins direct avec la sexualité. Les jeunes, eux, jonglent énormément entre tous les supports et ces images sont présentes sur tous les supports, donc aussi bien sur les tablettes, les GSM, la télévision, etc. Du coup, la conséquence, c'est qu'on se retrouve un petit peu noyé parmi toutes ces images qui renvoient à la sexualité. On a tendance finalement à un petit peu banaliser tout ça, et surtout ce qu'on observe nous de plus en plus, c'est qu'on fait même l'impasse sur la question du sens, c'est-à-dire qu'on ne se demande même plus si c'est normal d'être baigné au quotidien vraiment dans toutes ces images. Ce qu'on observe aussi, c'est les jeunes, c'est que à cause de ça, ils font de plus en plus difficilement la différence entre ce qui relève de la sphère publique et ce qui relève de la sphère privée. Aujourd'hui, on a un accès qui est très simple à la pornographie, au contenu pornographique. C'est simple, c'est rapide et c'est même anonyme. Du coup, on peut se demander si cet accès-là a une conséquence sur la sexualité des jeunes. Alors oui, on peut penser que ça peut en avoir et ça peut parfois être le cas. C'est évident que la pornographie, ça présente un modèle de la sexualité qui est assez réducteur, qui a tendance à enfermer d'un côté les hommes et d'un autre côté les femmes dans des rôles très stéréotypés. Ça présente une idée de performance, de sexualité qui est sans affect. Et du coup, parfois, notamment au niveau de l'image de leur corps, ça peut renvoyer des fausses croyances aux jeunes qui peuvent douter de leur propre corps. Maintenant, évidemment, tout ça dresse un portrait qui est assez pessimiste de la sexualité sur Internet. Évidemment, il faut relativiser parce que depuis toujours, l'enfant et l'adolescent ont été curieux de trouver des infos ou des images en lien avec la sexualité pour répondre à leurs questionnements. Donc les fausses croyances, elles sont présentes depuis bien longtemps par rapport à la sexualité. Là où ça pose un petit peu problème et où ça peut devenir embêtant, c'est à partir du moment où, pour l'ado, le contenu pornographique, ça devient vraiment la seule source d'éducation à la vie sexuelle et affective. Là c'est embêtant et on peut se poser des questions, mais dans notre pratique, on observe quand même que c'est rarement le cas. Les jeunes discutent entre eux, ils échangent entre eux, nous on en parle en animation, et donc à nouveau ça nous renvoie à notre responsabilité en tant qu'adultes de pouvoir se montrer ouvert au dialogue, de pouvoir leur montrer que ces questions-là, elles peuvent aussi être abordées soit entre jeunes, mais aussi avec des adultes ou des professionnels. Le sexting, c'est un nouveau mot, donc c'est en quelque sorte l'envoi, c'est une contraction entre sexe et texting, ça vient des mots anglais, et donc c'est l'envoi de photos de soi à caractère sexuel, donc l'envoi de photos par mail, par courriel, par webcam, etc. Donc nous, dans nos animations, on aborde de plus en plus, on ne le faisait pas avant, mais on l'aborde de plus en plus. Et on fait comment? On a toutes sortes d'outils un peu concrets en animation, et par exemple on monte des photos, et on a cette photo-ci qu'on a tirée d'un site de prévention sur justement le sexting. Donc là on voit Manon envoie une photo et il est écrit « Et si je faisais une petite photo sexy pour fêter nos 2 ans avec Lucas ?» Donc ça, c'est un moyen concret d'aborder le sujet. De parler justement de la sphère publique, de la sphère privée, qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé, de parler des limites, de parler de l'intimité. On constate que les frontières de la vie privée sont élargies à la vie publique et au monde virtuel. Et donc, c'est clair que, en général, comme il y a plusieurs réseaux aussi qui s'interconnectent, bien souvent, on ne se rend même plus compte on se dit que les amis de mes amis sont aussi mes amis, mais donc on se rend compte que dans le réseau, il y a évidemment plein de personnes qu'on ne connaît pas, et effectivement, l'important c'est de pouvoir amener le jeune à réfléchir à ce qui fait partie de l'intimité profonde, et donc quelque chose que je garde pour moi et que je n'ai envie de partager avec personne, donc ce qui relève vraiment du jardin secret, vraiment de la vie intime.
de ce que j'ai envie de partager avec quelques amis, et pas nécessairement avec tout le réseau, avec plein de personnes que je ne connais pas, et ce que je peux effectivement partager avec des personnes que je connais moins bien. Oui, donc le jeune est très très souvent connecté, sans que ça ne lui pose évidemment souci, mais le souci, il est souvent au niveau des parents. Hein? Donc ce sont les parents qui nous interpellent parce qu'eux, ils se posent des questions et ils s'inquiètent par rapport aux limites à poser, par rapport au temps passé aussi sur les réseaux sociaux. Alors en tant que professionnel de planning, c'est vrai que souvent on constate que les parents arrivent chez nous quand il y a eu déjà un accident, qu'il y a eu une dérive. Et donc effectivement il y a tout un travail qui peut se faire au niveau de la consultation avec le psychologue. Maintenant on aimerait quand même attirer l'attention sur différents points qui sont importants à travailler en amont, donc en matière de prévention, que ce soit en tant que professionnel mais également en tant qu'adulte de manière générale. Notamment rappeler quand même aux parents qu'il est quand même très important de s'intéresser à la vie du jeune, à ce qu'il mobilise. Et donc, en l'occurrence, ici dans la vie numérique, on sait qu'il passe énormément de temps. Et donc, plus le parent évidemment va passer avec le temps avec du jeune, plus la relation de confiance va se créer. Et puis, le jeune aussi va échanger. Et donc, toute la nuance finalement, c'est de pouvoir trouver la juste distance entre le contrôle et l'intrusion, l'intérêt. Et donc voilà. Deuxième difficulté, c'est qu'on constate trop souvent qu'il y a cette tendance à diaboliser l'outil. Et donc souvent, on constate que les parents interdisent alors ou punissent le jeune. Et on constate que les conséquences sont quand même très préjudiciables, parce que quand le jeune est puni et ne peut plus avoir accès comme ses copains, alors les conséquences concernent l'isolement, la mise à l'écart, et c'est parfois bien plus grave que de pouvoir participer de manière encadrée. Il n'y a pas une bonne sexualité et que le jeune doit pouvoir se responsabiliser par rapport à ses choix, par rapport à sa vie sexuelle, en y incluant quand même toujours la sphère affective et relationnelle, afin de choisir ce qui lui convient le mieux, dans le respect de soi et de ses limites personnelles.